Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. On ne veut pas une amnistie de la part des rebelles. Ils doivent aussi, eux, aller aussi en prison. Aïe, aïe. C'est comment, il est sur terrain. Oh! Comment. Partagez la vidéo, les rebelles doivent aller en prison. Ouattara, même s'il a annoncé, le peuple ivoirien n'a pas encore annoncé les rebelles. Ils doivent aller en prison. Qui pleut, qui neige, ils iront en prison. Et nous allons nous battre pour que les Sorodium soient jugés et emprisonnés. C'est très important. Il n'y avait pas de débat. Il a dit terrain. Les rebelles en iront bel et bien en prison. Quand le pouvoir va changer, ils vont nous rendre compte. Qui les a envoyés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ils doivent présenter leur plan global. Voilà, ceux qui les ont envoyés, tout ça, ils doivent faire le rapport à tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes. On ne laisse pas faire là. On ne laisse pas faire là. Ils doivent aller en prison. C'est comment. Aïe. Il est cité. Comment. Il a cité. Primal so big up à toi. Ad grâce au divine. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ma poule. Quand je dis ça, il y a d'autres filles qui sont fâchées quand je les appelle ma poule. Terrain. C'est comment. Bon, nous allons interrompre la chanson et venir au vrai sujet. Voilà, nous allons interrompre la chanson pour pouvoir entamer le vrai débat. Et pourquoi nous ne voulons pas une amnistie de la part des rebelles? Parce que les rebelles, ils doivent rendre compte aux Ivoiriens. Voilà, ceux qui sont libérés, eux, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Donc, ceux qui ont tué là, ce sont les rebelles. Les rebelles, ils doivent nous rendre compte. Même si Ouattara, il est gracie là. C'est bien qu'on prend un stylo, on prend pour faire truc. Nous là, on va barrer ça. Et on va demander à ce que les rebelles soient jugés. Et ça, il n'y a pas de débat. Déjà, les pro-Ouattara, ils pleurent déjà. Ils appellent déjà l'aide de la communauté internationale. Je vais vous montrer l'une des vidéos d'un à deux moutons là, qui pleure déjà pour demander l'aide de la communauté internationale parce que les prisonniers politiques qui n'ont rien fait, les jeunes patriotes qui ont été libérés, font déjà peur aux gens qui suivent Ouattara. Et c'est déplorable. Vous allez avoir beau peur, mais tôt ou tard, vous allez répondre de vos actes criminels que vous avez commis en Côte d'Ivoire. Là, il n'y a pas de débat. Donc, nous demandons à tous les Ivoiriens d'être mobilisés parce que la justice sera faite. Les Ouattao, les Kone Zakaria, les Sorodium vont être traduits devant une juridiction compétente. S'ils doivent avoir le pardon là, eux aussi doivent faire au moins 7 ans ou 8 ans en prison. Et après on les libère, on les gracie. Et puis on dit bon, la peine a carré. Mais c'est comme ça. Ouattara a maintenu les autres 7 ans. Mais
autour des autres, eux aussi, ils doivent faire 7 ans en prison. C'est ça. Il faudrait que les rapports de force soient égaux. Hein. Voilà. On ne peut pas piétiner un côté parce que tu es content, tu vas dire, bon, ils sont initiés. Non, 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 non. Eux aussi, ils doivent aller faire une prison de 7 ans. Et Ouattara, il doit aussi aller à la CPI. Et après la CPI, si la CPI libère Gbagbo et Blé, il doit faire aussi 6 ans et 7 ans là-bas, ou 7 ans. Et après, la CPI va le libérer, il va rejoindre. Et puis maintenant, on va parler de paix. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guy complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, boum, boum, laisse-moi mourir 5 heures. Appelez-moi aussi plein droit. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la libération des prisonniers politiques et à leur tête Simone Gbagbo et les autres au cadre du FPI. Alors, nous remercions sincèrement la communauté internationale. Je dis bien, je remercie, moi, particulièrement la communauté internationale parce que c'est suite à la pression de la communauté internationale que cela a vu le jour. Nous remercions aussi les actes posés par le PDCI parce que le PDCI a affaibli le RADP de Ouattara et c'est ce qui a affaibli Ouattara et il a compris les protestations du peuple ivoirien. Et donc Ouattara, il n'avait même plus de solution, il ne savait pas quoi faire. Il était obligé de les libérer. Voilà pourquoi il a pris la décision de les amnistier, parce qu'il est devenu faible. Au moment où Ouattara il régnait sur la Côte d'Ivoire, il était dur. Pourquoi il n'avait pas pris cette décision? Et maintenant qu'il est devenu faible, parce que Bédié l'a affaibli, c'est là maintenant qu'il prend la décision. Nous remercions Henri Konan Bédié. Nous remercions sincèrement tous les cyberactivistes, je dis bien tous les cyberactivistes, qui ont participé aussi à mobiliser le peuple ivoirien, le peuple africain, qui ont mobilisé aussi les hauts cadres de l'opposition à pouvoir être toujours galvanisés, être toujours debout pour mener le combat sur le territoire national et même international. Nous remercions les cyberactivistes parce que c'est par leur ras-le-bol que les ONG ont aussi découvert certaines choses que par leur voix, la communauté internationale a su ce qui se tramait en Côte d'Ivoire, a su le jeu que Ouattara jouait, ce petit jeu de corbeau au caméléon, ils ont découvert cela. Et par leurs actions, Ouattara a cédé. Donc nous remercions femmes, garçons, cyberactivistes, ceux qui font les vidéos, celles qui font les vidéos, ceux qui commentent, celles qui commentent, ceux qui font les publications en écriture, et ceux qui font aussi les publications en écriture, nous remercions tout le monde parce que vous avez participé. Personne ne peut être épargné. C'est un travail d'ensemble. Pour cela, nous remercions tout le monde. Et nous remercions tous ces prisonniers qui ont souffert pendant des millénaires dans les geôles de Dramane Ouattara, précisément à Abidjan et toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. Nous remercions tout le monde, ces prisonniers, et on vous demande d'être courageux pour que la lutte puisse continuer dans les années, sinon que dans les mois à venir. Donc nous comptons sur vous. Nous remercions particulièrement la première dame, oui, Madame Simone Eyive Gbagbo, que j'ai vu, je pense qu'elle a encore du jus. Et peut-être, si elle suit bien un bon traitement, les années à venir, elle pourra bien revenir sur la scène politique et elle pourra montrer de quoi elle est capable. Donc la mère est venue, il reste le père. Le père c'est Gbagbo. Il viendra dans les jours à venir, sinon que dans les mois à venir. Nous remercions tout le monde. Mais venons maintenant à nos moutons. Cette histoire de l'amnistie que Ouattara a accordée aux prisonniers politiques, aux jeunes patriotes. Et il dit cette amnistie concerne tout le monde. Mais de qui il veut parler quand il parle de tout le monde? Est-ce qu'il veut parler aussi des rebelles qui ont fait le coup d'État en 2002, ou bien quand il parle d'une amnistie pour tout le monde, est-ce qu'il parle seulement de ceux qui étaient en prison, ou bien y compris ceux qui sont en prison et ceux qui sont en liberté, parce que nous voulons situer les choses dans le contexte. Si c'est une histoire de dire ceux qui ne sont pas aussi en prison sont concernés, c'est-à-dire les Soro-Diom, les Ouattao, c'est que Ouattara reconnaît que ceux-là, ils ont tué. Parce que si tu n'as pas tué, si tu ne te reproches rien, on ne peut pas t'amnistier. Ah oui. Donc, si Ouattara, il prend ce décret qu'il a pris,
pour pouvoir administrer ces gens-là, si les rebelles sont dedans, c'est que Ouattara, il reconnaît aux yeux de toute l'humanité entière que ces rebelles ont bel et bien tué les Ivoiriens. Alors, s'il ne reconnaît pas que les rebelles ont tué les Ivoiriens, s'il ne reconnaît pas que les rebelles ont versé une goutte de sang sur le territoire ivoirien, alors que cette amnistie ne concerne pas les rebelles, mais que ça concerne tout simplement ceux à qui il reproche d'avoir commis des exactions en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Pro-Gbagbo. Si lui, Ouattara, il pense que ce sont les Pro-Gbagbo qui ont tué, et que lui, ses militants, ainsi que ses militaires rebelles, n'ont pas versé de sang, alors cette amnistie ne doit pas concerner les militants de Ouattara, ça ne doit pas concerner les rebelles de Ouattara, les djihadistes de Ouattara. Ça devrait être concerné aux militants de Gbagbo, aux militaires qui ont soutenu Laurent Gbagbo. C'est à ceux-là que cette amnistie devrait concerner. Alors, si Ouattara étend l'amnistie envers les rebelles qui ont monté le coup d'État de 2002, qui ont fait la guerre en 2010, en 2011, et qui sèment des troubles jusqu'à présent en Côte d'Ivoire, c'est que Ouattara il reconnaît que ces rebelles ont tué. Alors, si son décret qu'il prend pour amnistier les gens, s'il pense que c'est la fin du monde, nous, peuple ivoirien, nous refusons catégoriquement. Nous ne reconnaissons pas l'amnistie des rebelles, mais nous reconnaissons l'amnistie des Pro-Gbagbo, c'est-à-dire les prisonniers qui étaient là-bas parce qu'eux, ils n'ont rien fait. Donc, c'était tout à fait normal qu'ils les amnistiaient pour pouvoir leur donner une nouvelle vie parce qu'il n'a aucune preuve. Quand tu n'as pas de preuve, tu refuses de juger. Mais quand tu as une preuve contre un individu, mais tu le traduis devant la justice, devant une cour de juridiction compétente. Mais Ouattara, il savait qu'il n'avait pas de preuve envers ces gens. Donc, il ne pouvait pas les juger. Raison pour laquelle ils ont tapé toutes ces années dans les geôles sans être jugés. Parce qu'il n'a aucune preuve. Et donc, vous avez compris, il les accuse. Mais en les accusant, il n'a aucune preuve pour justifier et prouver A plus B que ceux-là, ils étaient impliqués dans des assassinats, dans des meurtres, dans des génocides qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Donc, c'est totalement clair. Alors, moi, quant à moi, je ne suis pas d'accord et je conteste. Oui, vigoureusement. Je conteste parce que je ne veux pas voir Soro Diam être amnistié par Ouattara. Et si cela était le cas, je lance un mot d'ordre et je demande au futur président de la République de Côte d'Ivoire qui viendra, qui prendra place en 2020, de regarder les dossiers des rebelles parce qu'il faudrait que les rebelles répondent de leurs actes. Arrêtez de chanter dans les oreilles des uns et des autres une histoire de paix. Une histoire de paix. Si on veut parler de la paix, mais oubliez-vous que des gens sont morts parce qu'ils ont été accusés à tort par le camp de Ouattara et ses sbires. Alors, comme nous ne voulons pas aller en paix sans que la justice ne soit équitable, alors il est aussi question d'arrêter tous les responsables du côté de Ouattara pour qu'ils puissent aussi goûter la prison. 7 ans après, on peut aussi les amnistier. C'est clair. C'est-à-dire, il faut que les rapports de force soient équitables. C'est clair. Tu ne peux pas faire souffrir les militants et les partisans, ainsi que les sympathisants des autres. Et toi, tu vas protéger tes éléments. Tu as fini de tuer des milliers de personnes qui allaient donner leur voix aux élections présidentielles à ton adversaire. Tu as fini de les asphyxier. Tu as fini de les empoisonner. Tu as fini de les incarcérer. Maintenant que tu es content, tu les libères. Et tu dis non, tu gracies tout le monde. Non, non, non. Nous, peuple ivoirien, on n'est pas content. Nous-mêmes là, on va faire des pétitions ou bien on va militer pour que les Ouattao, les Soro, ils seront jugés. Qu'il pleut, qu'il neige, ils seront jugés. Et ça, ce n'est pas un débat parce que nous savons qu'en 2020, Ouattara ne sera plus au pouvoir. Nous savons que le RDR perd le pouvoir en 2020. Ce n'est pas un débat. C'est suite à la pression qui lui est exercée, Youssouf Bakayoko ne sera plus le président de la CEI. Et ça, tous les pro-Ouattara, ils doivent être conscients de ça. Soyez conscients dès à présent, au moment où je vous parle, Youssouf Bakayoko ne dirigera plus la CEI, Commission électorale ivoirienne. Il ne pourra plus être le président de la CEI. Donc, il sera démis de ses fonctions dans les mois à venir parce que la CEI sera revue. Alors, donc c'est
c'est lui qui était le pion pour changer les résultats. Comme c'est un magicien, c'est un magicien en matière d'échange, manipulation des résultats, alors il va aller faire sa magie ailleurs. Mais ce n'est plus en Côte d'Ivoire. Et ils vont réformer la CEI à la présence de tous les partis politiques, je dis bien. Les représentants de tous les partis politiques ont trouvé un consensus juste qui pourra arranger tout le monde. Et cette CEI sera réellement indépendante. Et une fois qu'elle sera indépendante, alors il n'y aura plus de tricherie. Parce qu'il y aura des gens qui vont veiller au gré. Au gré. Et donc cette CEI sera surveillée. 24 heures sur 24 heures. Il n'y aura pas un individu qui va encore faire les bêtises de Youssou Bakoko dans le but de donner le pouvoir à Ouattara. Est-ce que vous comprenez? Et les pro-Ouattara, les cyberactivistes qui soutiennent Ouattara, parce que ce sont des gens qui militent pour la mangécratie. Ils veulent manger aussi. Je vous prie de vous ressaisir, parce que dans un an et demi, Ouattara ne sera plus là. Le RDR ne sera plus au pouvoir. Alors, essayez de faire les calculs et ressaisissez-vous. Comme vous aimez manger, essayez de revoir votre vision. Parce que si vous soutenez Ouattara, en 2020, Ouattara ne sera plus là. Et il sera absent pendant des années. Alors, c'est que vous serez privé de votre nourriture. Pour éviter cela, je vous recommande de revoir votre ligne politique. Parce que votre Ouattara, il ne lui reste plus assez de temps. Un an et demi. Donc, c'est dans les 1 an et demi, tu penses que tu vas gagner pour toi. Mon frère, détrompe-toi. Il faut quitter derrière Ouattara. Il est important de quitter derrière lui dès à présent. Au moment où je te parle, si tu avais des idées de suivre Ouattara, c'est le moment. Retire-toi automatiquement parce que Ouattara, il est affaibli. Il a été affaibli par Bédié. Et ceux qui font leurs calculs, je ne sais pas, mental, ou bien les calculs mentaux plutôt, les calculs, je ne sais pas, de charabia, alors je vous préviens dès à présent que Bédié a affaibli le RADP de Ouattara. Il pensait que le fait de dire RADP, Bédié allait se rallier, mais Bédié, il n'est pas un couillon. Bédié est un leader civilisé. Et Bédié, il connaît la géostratégie de la Côte d'Ivoire, la géopolitique de la Côte d'Ivoire. Il ne peut plus se laisser berner encore 3e fois. Il s'est laissé berner 2 fois, 3e fois, non, il n'est pas couillon. Alors, Ouattara a fait plier. Et vous, les Ivoiriens qui êtes là, vous pensez que Ouattara, avec son parti de RADP, dans lequel il n'y a pas le PDCI, peut gagner une élection en Côte d'Ivoire? Détrompez-vous. Ce parti ne gagnera aucune élection en Côte d'Ivoire. Je dis bien le parti de RADP dans lequel il n'y a pas PDCI, RDA, ne gagnera aucune élection en Côte d'Ivoire. Là où le RPI commence à se renforcer, là où le PDCI commence à se renforcer, le RDA n'a aucune chance, je dis bien aucune chance de gagner une élection. Et Ouattara a désobéi ses parents. Ouattara, les gens sont déçus de lui. Et donc le RDR n'aura pas de chance pour présider la Côte d'Ivoire. Parce que Soro Diom est un rebelle, lui il va répondre de ses actes. Nous Ivoiriens, on ne voit pas ce nez de Frédéric Dougou Tieni Barani gouverner la Côte d'Ivoire. Non, si c'est le cas, c'est que la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. Je vous le dis en même temps, c'est que la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix parce que on ne peut pas. Nous avons cautionné à cause de Ouattara. Les Ivoiriens ont versé leur sang à cause de Ouattara. Et ce sanguinaire, ce rebelle, ce terroriste, papa de Akaïda en Côte d'Ivoire, a dirigé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont souffert pendant 10 ans. Sinon il reste 1 an et demi pour que les 10 ans puissent être atteints. Pendant 10 ans, nous ne pouvons plus encore accepter de souffrir. Pendant encore 10 ans, sinon que 15 ans. Le fait de laisser Soro Diom présider la Côte d'Ivoire est égal à accepter la souffrance. Oui, la souffrance. Nous ne pouvons plus accepter cette souffrance en Côte d'Ivoire. Alors si c'est Soro Diom que Ouattara vise, la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. Je vous le dis, et ça, j'assume. Elle ne sera pas en paix si c'est Soro Diom qui veut présider la Côte d'Ivoire. Parce que lui, c'est un assassin, il doit répondre de ses actes clairs. Et à part Soro Diom, je ne vois pas au sein du RADP côté Ouattara. À Goknibali, quelqu'un qui boit à longueur de journée. On ne peut pas accepter qu'un Soula dirige la Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un débat. On ne peut pas accepter qu'un menteur
puissance économique du monde. C'est un gros menteur. Lui a démenti cela, c'est-à-dire la communauté internationale. L'Union européenne a démenti ses propos. Donc nous ne pouvons pas, quelqu'un qui n'est même pas encore président, qui ment, qui boit, on ne peut pas accepter des gens comme ça de gouverner. Non, non, si c'est Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. Sera Dieu Amadou Gon Coulibaly, non. Ahmed Bakako, lui là, ce n'est même pas un être humain. Lui, c'est un loupard. Quelqu'un qui est Ahmed Bakako, il ne peut pas parce qu'il n'est pas présidentiable. Il n'est pas intelligent. Et donc, des gens qui ne sont pas intelligents n'ont pas le droit de gouverner notre pays. En un mot, le RADP pro Ouattara est un échec d'avance. Parce que ce RADP n'a aucun leader. Et si Ouattara veut se présenter, alors nous-mêmes, nous allons nous lever pour le dégager. Si c'est pour aller le jeter dans la mer, on va le soulever pour aller le livrer à la mer. Parce qu'il ne mérite plus d'être président de la République de Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Et ça, il n'y a pas de débat. Alors, ça veut dire quoi? En un mot, le RADP de Ouattara est un échec d'avance. Donc, on ne compte plus sur ça. Le match va se dérouler entre PDCI, RDR et le FPI. C'est clair. Donc, entre les deux là, lui qui doit présider, qu'il vienne. Il n'y a pas de souci. Les Ivoiriens vont accepter. Que ce soit le PDCI, que ce soit le FPI, lui qui va gagner, les Ivoiriens vont se soumettre. Et ce dernier va gouverner la Côte d'Ivoire. En fait, que la paix réelle vienne. La paix réelle vienne en Côte d'Ivoire. Mais il faudrait que les rebelles soient jugés. Le décret de Ouattara et sa condition nouvelle qu'il a mis, on va changer. Cette condition n'arrange pas les Ivoiriens. La condition de laquelle tous les étrangers sont propriétaires terriens, non, on ne peut pas, on ne peut plus. Et les autochtones, ils ne sont plus des propriétaires terriens. Ce sont les étrangers qui viennent s'accaparer de ça. Nous refusons. Et cette condition sera revue une fois que le départ de Ouattara sera signé. Parce que nous allons signer son départ dès le début 2020. Et il va partir. Et peut-être on va regarder sur le plan de la justice si on ne doit pas lui lancer un mandat d'arrêt international pour qu'il puisse venir aussi répondre. Qui a envoyé les Soro Diom pour aller verser le sang humain en Côte d'Ivoire, il puisse aussi répondre. Donc Ouattara, tu ne dois pas te cacher derrière une amnistie quelconque. Non, les Ivoiriens ne vont pas accepter cette amnistie. Tu dois répondre. Tu es un criminel et les criminels, on les juge, on les traite comme des criminels. On fait pas, il n'y a pas d'à peu près avec un criminel. Un criminel, il mérite la torture. Il mérite un truc. Un criminel, il mérite même la souffrance. Et vous devez assumer la souffrance. Vous devez subir la souffrance. Ce n'est pas un débat, mais ce sont des faits. Ce sont des faits. Donc, ne venez pas distraire les Ivoiriens. Vous comprenez, ne venez pas. Si Gbagbo n'est pas responsable des crimes qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas été capable de prouver des preuves, apporter des preuves devant l'humanité tout entière pour l'accuser, c'est qui l'incrimine si vous n'avez pas été capable d'apporter des preuves tangibles, des preuves incontestables, des preuves réelles, des faits, sans être démentis. Alors, qui a commis le crime alors? Qui a commis le crime? Quand toi tu accuses l'autre, que c'est lui qui a commis le crime, lui te dit c'est toi. Maintenant, vous êtes deux. Entre vous deux là, un a commis des crimes. Alors, si toi tu es accusé, on dit bon, toi, il faut apporter les preuves. Si tu dis c'est lui là, amène-nous des preuves pour nous prouver que c'est lui. Mais tes preuves ne sont pas fiables. Tes preuves ne sont pas justifiables. Tes preuves ne sont pas cohérentes. Alors, si c'est pas lui, c'est que c'est toi. Alors, si tu as fait, si tu as fait souffrir l'autre, mais lui aussi à son tour, il va te faire souffrir. Tu vas aussi assumer les responsabilités. Alors je vais vous montrer une vidéo de Pro Ouattara qui crie déjà. Ces gens-là, ils ne vont jamais cesser. Pendant que les gens parlent, eux, ils appellent déjà l'aide de la communauté. Quels sont ces politiciens ignares? Voilà, il y a deux moutons, ils crient. Communauté internationale, venez nous aider. Que les prisonniers pro-Gbagbo sont libérés. C'est un danger. Ils vont semer des troubles en Côte d'Ivoire. Mais attendez, vous êtes comment? Pendant que les gens ils demandent l'indépendance de leur pays, vous demandez la dépendance de leur pays. Mais vous êtes nés comment? Ces Pro Ouattara, ils ne vont jamais changer dans leur manière de raisonner, dans leur pensée. Ce sont des vrais esclaves. Mais l'esclavage a eu des séquelles sur les nordistes de la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre. Parce que les nordistes sont les premiers à crier wow, 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 wow.
communauté internationale, venez nous aider. Mais attendez, vous êtes comment? Vous êtes comme en Côte d'Ivoire là, c'est vos parents seuls qui ont été esclavagisés ou bien quoi? Partout en Côte d'Ivoire, ils ont esclavagisé parents des gens. En commençant du nord au sud, dans l'est, l'ouest, en passant par le centre. Ils ont colonisé tous nos parents. Même mon grand-père, il l'a attrapé en Côte d'Ivoire pour venir faire la guerre pour la France. Il a libéré la France en s'affrontant aux Allemands. Mais cela, non, ça n'a pas eu de séquelles. C'est moi, je suis intelligent. Mais vous là, vous êtes comment? Ou bien vous êtes les seuls à être colonisés en Côte d'Ivoire. Ils ont colonisé tout le monde. Tout le monde se débrouille en français. Dans les établissements ivoiriens, on apprend la même langue, le français. Pourquoi vous êtes si naïf? Pourquoi vous êtes si ignare? Pourquoi c'est vous toujours qui appelez la communauté? Venez nous aider, venez nous aider. Donc vous là, pour vous là, écoutez la vidéo. Je vais vous faire écouter cette vidéo de Adomouton qui crie déjà, qui appelle l'aide de la communauté. C'est déplorable, c'est une humiliation totale. Permettez-moi d'adresser une vidéo citoyenne today. Aujourd'hui, je vais adresser une vidéo aux citoyens du monde. Nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin. Aujourd'hui, il faudrait que le monde entier comprenne. Nous adressons ce message à tous les diplomates qui exercent en Côte d'Ivoire, à la communauté internationale, pour vous dire que hier, vous aviez observé, le monde entier était content. Tous les Ivoiriens, dans leur majorité, étaient contents pour la libération de Madame Simone Gbagbo. Voilà. Donc, vous avez assisté. Mais nous venons pour vous interpeller parce que féliciter le président Alassane Ouattara, certes, c'est une bonne chose, mais profitons aussi pour donner conseil aux prisonniers libérés. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est une particularité. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le seul pays où les Ivoiriens ont la capacité de fermer les yeux sur des réalisations d'un homme politique pour dire qu'il n'a rien fait. Écoutez jusqu'à la fin. L'Ivoirien n'a peur de rien. L'Ivoirien désormais est prêt pour le désordre. Tout ce qui marche ailleurs, il n'est pas sûr que ça puisse marcher en Côte d'Ivoire. C'est la particularité. Observez vous-même. La communauté nationale et internationale, nous vous prenons à témoin. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison. 27 ans d'emprisonnement. Le jour qu'il a été libéré, ses partisans et ses sympathisants n'ont pas insulté quelqu'un. Nous n'avons pas entendu. Mais regardez en Côte d'Ivoire, à peine Madame Gbagbo a été libérée. Et regardez déjà les propos qui sortent de leurs jeunes gens autour. Voilà pourquoi nous venons pour vous interpeller. Le rôle, le choix, le souhait n'est pour personne que ces prisonniers encore viennent pour recréer une nouvelle guerre. Parce que c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous assistons. Donc aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien inquiet de la paix de mon pays, cette libération c'est une bonne chose. Nous n'avions aucun problème avec. Mais essayez de nous aider. Ne faites pas de telle sorte que ces prisonniers nous ramènent encore une guerre. Parce que vous voyez leurs propos. Il y a eu la guerre au Rwanda, il y a eu la guerre partout. Il y a eu des prisonniers, les gens ont été libérés, mais il faudrait que les partisans et leurs sympathisants comprennent et que les leaders même de ces partis aient le courage de vraiment sensibiliser les gens pour leur dire que ce n'est pas le moment de venir élever encore la voix dans ce sens. Qu'est-ce que nous avons entendu hier? Ils insultent déjà des journalistes, ils traitent déjà des gens d'étrangers. On a entendu. Nous avons entendu même une insulte de maire. Bon, écoutez, c'est quoi ça? Même si on dit que la Côte d'Ivoire est particulière, même si on dit qu'on est un peu plus bizarre. Mais écoutons, profitons de cette situation. Il y a eu des cas bien avant nous. En Afrique du Sud, 27 ans, Mandela est sorti. Les Zoulous n'ont pas insulté quelqu'un. Ils ont fait une fête. Vous faites vos fêtes, vous dansez. La preuve, depuis la libération jusque-là, on sent, il y a eu plus de danse en ce moment en Côte d'Ivoire que nous, nos 8 ans de règne. Bon, nous n'sommes pas des danseurs, nous, on est des travailleurs. Donc voilà une nouvelle Côte d'Ivoire qui se dessine. Nous prenons la communauté internationale à témoin pour dire qu'après le chef de l'État, Feu Félix Houphouët-Boigny, il y a eu ivoirité qui a détruit la Côte d'Ivoire. Et ensuite, la Côte d'Ivoire est tombée dans la main des médiocres. Et des médiocres aujourd'hui, grâce au bon Dieu, nous sommes dans la main d'un homme compétent qui, en si peu de temps, a chaussé les chaussures du père fondateur, a transformé la République de Côte d'Ivoire. Cette vidéo n'est autre qu'interpeller les citoyens du monde, les communautés internationales, la communauté africaine, la communauté ivoirienne. Nous vous prions de vous adresser aux partisans et sympathisants du camp Laurent Gbagbo, d'arrêter les injures. Ce n'est pas bon. Ce
n'est pas fait pour nous arranger. Nous sommes venus en ce moment, la libération, c'est une continuité pour la paix. Ce n'est pas l'occasion de venir encore s'attaquer devant encore, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il faut changer la donne. Aujourd'hui, il faut faire des bons programmes de gouvernement pour venir conquérir la présidence. Il n'y a rien d'autre. Les chansons xénophobes, tribalisme, ivoirité, c'est des trucs que nous n'en voulons plus en Côte d'Ivoire. Alors, voilà pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui solennellement devant le monde entier pour vous avertir et essayer de vous adresser à nos compatriotes ivoiriens. C'est bien vous féliciter le président Alassane Ouattara, mais donner des conseils aux libérés, aux prisonniers, parce que les propos que nous attendons déjà sortis d'eux, ce n'est pas vraiment rassurant. Et nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de guerre. Nous avons opté pour la prison parce que nous avons su que coûte que coûte, il aurait le temps de les libérer. Et c'est là que nous sommes arrivés. Et eux, ils ont tué. Eux, ils ont passé leur temps à tuer. Heureusement, aujourd'hui, pour nous, nous devons notre vie parce que leur camp n'a pas remporté. Si c'était eux, nous serons tous morts. C'est une réalité. Alors, nous vous interpellons, la communauté, les diplomates RCS en Côte d'Ivoire, pardonnez, essayez de parler au camp de Laurent Gbagbo, ça suffit. L'ivoirité, on n'en veut plus. Xénophobie, on n'en veut plus. Tribalisme, on n'en veut plus. Qu'ils aient désormais des vrais programmes de société, des vrais programmes de gouvernement pour venir conquérir notre pays. Parce que désormais, la Côte d'Ivoire, c'est la compétence qui prévaut et nous essayons de construire pour la génération future. Le président a dit, ceux qui ne peuvent pas le suivre dans cette tendance, qu'ils essaient de faire autre chose alors qu'ils partent se préparer pour revenir. Aujourd'hui que tous les prisonniers sont libérés, nous voyons des gens aujourd'hui qui ont perdu la voie, ils n'ont plus d'idées parce que c'était tout ça leur programme de gouvernement, créer la zizanie, la division pour croire qu'ils peuvent régner. Dieu merci, le président Alassane Ouattara a été vigilant. Alors, la communauté internationale, nous avons besoin de votre aide. Parlez à nos compatriotes, parlez au camp Laurent Gbagbo, parlez aux adversaires de Ouattara. Trop c'est trop. Le président Alassane Ouattara a tout donné. Merci. Ça, c'est la peur. Vous comprenez déjà. Les gens qui appellent déjà, c'est-à-dire leur politique là, sans l'aide de la communauté internationale, ils ne peuvent rien faire en Côte d'Ivoire. Programme de gouvernement, ils ont besoin de l'aide de la communauté internationale. Ils gouvernent, ils ont toujours besoin de la communauté internationale. Sécurité, ils ont besoin de la communauté internationale. Pour nourrir les Ivoiriens, ils ont besoin de la communauté internationale. Pour faire un discours à la télé, ils ont besoin de la communauté. C'est humiliant. C'est humiliant. Et ce sont eux seulement. On libère Simone Gbagbo, il crie déjà. Parce que la libération des prisonniers politiques, ça leur fait peur déjà. Ils tremblent. Et maintenant, si on libère Gbagbo, mais ils vont chier. Ils vont déféquer sur eux. Et c'est malheureux. Ne tremblez pas. Les gens n'ont pas dit qu'ils vont faire la guerre. Les gens ne sont pas pour la guerre. Mais les gens sont pour la justice. Et cette justice sera faite. Et elle sera faite dans le but d'arrêter tous les rebelles, les comme-hommes. Ils devraient être traduits devant une justice bien appropriée. Voilà, donc il n'y a pas de débat. Ça a été clair et simple. Donc si Ouattara amnistie les rebelles, c'est qu'il reconnaît que les rebelles ont tué. Alors s'il ne les amnistie pas et qu'il amnistie ceux-là seulement, c'est qu'il reconnaît que les probablement ont tué. Donc il est gracie. Mais nous les autres, quand on va prendre l'affaire, quand on va venir aux affaires, on va traquer les rebelles. Il ne s'agit pas de dire tu tiens des discours haineux. Non. On dit la justice. C'est parce que Ouattara, il sait qu'il n'a pas de preuves qu'il est là pour dire qu'il les amnistie. Sinon, s'il y avait des preuves, pensez-vous que Ouattara allait... Non, il n'allait pas gratter qui que ce soit. Ce démon, non. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas de preuves qu'il a pris cette décision. Il sait qu'aussi il a été affaibli par Henri Konan Bédié parce que Bédié s'est retiré de son parti. Et il a décidé de faire cavalier seul. Donc Ouattara, voyant son parti affaibli, il était obligé de chercher l'amour des Ivoiriens et apaiser les cœurs parce que ça n'allait plus. Au pays, ça n'allait pas. Lui et le PDCI, ça n'allait pas. Donc il voit qu'il y a deux tirs sur lui. Deux tirs qui viennent de deux camps différents.
Donc il sait qu'il affaiblit. La communauté internationale tire sur lui ici. 3 tirs sur lui seul. Il sait que s'il voulait résister à cela, non, sa chute allait être fatale. Il était obligé de céder. Voilà pourquoi, voilà les conditions qui l'ont obligé à céder. Donc on remercie quand même son acte. Mais nous ne pouvons pas toujours continuer à faire les loges de trucs de Ouattara. Non, on ne peut pas faire ces éloges plutôt. Ces éloges, on doit mettre fin à ça parce qu'il n'a pas fait ça de bonne volonté. C'est parce qu'il a été coincé. De tous bords. Les cyberactivistes ont crié, ont montré des preuves, ont dénoncé ce qui se passait. Les gens dormaient au cimetière. Ce n'est pas la RTI qui a dénoncé tout ça. C'est le travail des cyberactivistes. D'autres même ont été emprisonnés dans ces temps-ci. Donc il est affaibli. C'est quand tu es faible, quand tu attrapes les gens pour les mettre en prison, tu cherches ceux qui tiennent des propos sur les réseaux sociaux. Quand tu es puissant, là, tu ne calcules pas tout ça. Mais quand tu es affaibli et que tu as la haine, c'est là que tu cherches qui parle mal de toi à Etoche. Donc Ouattara est affaibli. Ouattara n'est plus ce qu'il était. C'est fini pour lui. Donc vous qui faites la politique de Ouattara pour manger là, quittez derrière lui. Je vous avertis, quittez derrière lui avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tous ceux qui vont rester derrière Ouattara pour faire souffrir les Ivoiriens, ils paieront tôt ou tard. Parce que la justice, vous allez subir la fureur de la justice. Ce n'est pas un débat, mais c'est un constat. Et nous allons encore faire le travail. On va toujours. Et s'il y a un nouveau gouvernement, on va taper dur pour que le nouveau gouvernement ouvre les dossiers. C'est lui qui a dit qu'il n'emmène pas. Il ne veut plus amener les Ivoiriens à la CPI. Mais le nouveau gouvernement, là, de la manière il a amené ses collègues à la CPI, le nouveau gouvernement va le traduire, lui et Soro Guillaume à la CPI. C'est kiff-kiff. 50-50. Ah oui, oui, oui. Le partage doit être égal. On ne peut pas rester sur un partage inégal. Donc c'était ça. Maintenant, je vais profiter pour parler de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Hier, nous avons vu un défilé militaire. Bon, je n'ai pas été trop impressionné par nos soldats, par notre armée. Non, je n'ai pas été, en tant que moi, beaucoup ont été impressionnés, mais moi particulièrement, je n'ai pas été trop impressionné par cette armée. Oui, nous savons, le personnel est là. C'est-à-dire, nous avons des personnes, des soldats. Mais le matériel n'est pas assez. On n'a pas des armes. On n'a pas de vraies armes. Et ça, c'est à dénoncer. Un pays qui n'a pas d'armes, c'est une humiliation totale. Regardez ce qu'ils ont montré. Le bataillon qui devrait lutter pour protéger l'espace aérien. Regardez les armes qu'ils ont montrées. On dit non, ça ce sont les batteries anti-aériennes. Mais ça là, ça peut défendre quel espace aérien? Les armes qu'ils ont montrées, ça peut défendre même un hélicoptère, ça ne peut même pas influencer un hélicoptère. Et c'est les avions de guerre. Aujourd'hui, les avions qui sont modernisés. Les avions qui filent à 3000 km/h, à 4000 km/h, avec ces petites armes. Ces armes qui n'ont même pas de radar. Comment on peut combattre si jamais un avion vient sur notre territoire pour laguer des bombes? Comment est-ce qu'on peut défendre notre territoire si jamais un navire restait sur les côtes ivoiriennes pour laguer des missiles? Est-ce qu'on a des batteries anti-aériennes pour défendre notre territoire contre les missiles qui seront lancés depuis les eaux? Non, on n'a même pas ces armes. Et on pense qu'on a une armée. Mais une armée, pour être fier d'une armée, il faudrait que l'armée soit au minimum complète. J'ai dit au minimum, elle doit être complète. Et ce que j'ai remarqué là-bas, est que ce que j'aimerais proposer à l'État ivoirien, c'est de faire un effort. Et hier, j'ai fait la vidéo sur YouTube. J'étais en direct sur YouTube et j'ai souligné les armes que l'État ivoirien devrait avoir. Aujourd'hui, quand j'ai vu l'armée ivoirienne, on a des chars, il n'y a pas de souci. Mais ces chars-là ne sont pas performants. Et parce que quand on parle de chars de guerre, il y a chars et puis il y a chars. Aujourd'hui, ces chars-là sont trop faibles pour détruire des vraies cibles. Ces chars-là ne sont pas capables de détruire des vraies cibles. Il faut revoir du côté des chars. Il y a des bons chars ici en Europe, en Russie. La technologie est maintenant atteint à un niveau. Maintenant, j'aimerais que l'État ivoirien ait au moins des armes
des hommes de Staline, ces armes-là sont très importantes. Elles sont très importantes dans une armée. Les hommes de Staline, ce sont les armes qui datent des années 70, mais encore très importantes, même depuis les années 45. Mais aujourd'hui, dans toutes les armées du monde, même la France a besoin de ces armes. Même les pays faisant partie de l'Union européenne courent derrière ces armes. Or, ce sont des anciennes armes. Les hommes de Staline, ces armes sont très importantes. Quand tu as ça, un chat ne peut pas faire le bruit devant une telle arme. Parce que ça peut lancer 30 missiles à la fois. Et chaque missile, quand ça tape quelque part, tu es impressionné. Ça peut bombarder un territoire de trucs. Et puis ça va très loin. À 30 km, ça peut t'avoir. Voilà une arme qui date, qui a une ancienne arme qui est encore fiable du temps moderne. Et c'est ça, Bachar al-Assad, il a en Syrie et il combat les rebelles qui sont armés. Les armes qu'on a montrées, ces armes-là, ce sont des armes de rebelles. Ce ne sont pas des armes d'un État indépendant. Un État indépendant doit avoir un armement plus puissant que ce qu'on nous. Ça là, ce sont des djihadistes, l'OIL qui peuvent posséder ça pour dire qu'ils font le djihad. Ce sont des rebelles qui peuvent avoir ces genres d'armes. Mais l'État, en réalité, où se trouve un gouvernement, une armée bien professionnelle, où se trouvent toutes sortes de catégories, la marine, armée de l'air, armée de terre, la douane, et j'en passe, gendarmerie, garde républicaine, cette armée devrait être mieux équipée que ce que nous avons vu. Ça, c'est ça, les rebelles maliens, ils avaient ces armes. Quand on est ça sur les pick-up, on tourne. Ça, c'est ça, les rebelles du Mali, ils avaient. Et quand les chars français sont entrés là-bas, ils ont fui. Donc ça, ce ne sont pas des armes. Où tu es et puis tu es exposé, on peut t'abattre de loin. Quelqu'un qui est un sniper, il se cache quelque part. Où tu es, tu tournes, il t'abat, il t'écrase la tête. Donc ce ne sont pas des armes bien garanties pour protéger un pays. Ça là, je n'ai pas été impressionné. Et il faut les hommes de Staline pour donner ça à l'armée de terre. Et ces armes-là sont moins chères. Aujourd'hui là, les Russes, ils ont maintenant des nouvelles armes. Vous partez en Biélorussie, vous pouvez gagner ça. Vous partez dans les anciennes colonies de l'URSS, vous allez gagner les hommes de Staline. Ces armes sont moins chères et très impressionnantes et très fiables. Vous pouvez gagner ça. Vous payez une cargaison de ces armes pour donner ça à l'armée de terre ivoirienne. Maintenant, en dehors de ces armes, il faut des batteries anti-aériennes. Oui, il faut des batteries anti-aériennes. Parce qu'un pays là doit être capable de défendre son territoire aérien. Et comme la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens, c'est-à-dire les moyens financiers réellement, alors qu'est-ce que je propose? Il faut acheter les S-200 des années. Il faut acheter les S-200 des années 70. Ce sont des anciennes armes, mais encore très performantes, très impressionnantes. Et Bachar al-Assad a montré l'efficacité de ces armes. À cause des S-200, mais aucun avion ennemi ne peut survoler son territoire aérien. Les avions qui bombardent la reine sont souvent sur le territoire aérien des autres pays pour la guerre des missiles. Mais quand il a des missiles, ce ne sont pas tous les missiles qui s'abattent, qui atteignent leur cible. Il y a d'autres missiles qui sont battus en route. Donc ces armes sont encore bien. Et la Côte d'Ivoire devrait avoir ces genres de missiles. Au minimum pour empêcher les hélicoptères, comme les hélicoptères français qui ont bombardé la résidence. S'il y avait des missiles sol-air S-200, je pense que la France n'allait pas avoir le culot de décoller ces petits hélicoptères d'aller bombarder la résidence du président. Parce que de tels missiles, ça empêche même un avion. Un avion, les rafales français ne peuvent pas violer l'espace aérien. Ce n'est pas un hélicoptère qui va vouloir violer l'espace. Et quand ces armes sont là, ça peut couvrir le territoire ivoirien. Ça peut couvrir. Donc si la France veut bombarder, mais elle sera obligée de rester par exemple au Ghana. Elle sera obligée de rester en Guinée ou au Libéria ou bien au Mali ou au Burkina. Depuis là-bas, ils peuvent lancer leurs missiles dans le but de bombarder. Vous comprenez? Et ce ne sont pas tous les missiles qui vont atteindre leur cible. Parce que d'autres missiles seront détruits en l'air. Donc au moins, il faut avoir les missiles sol-air S-200. Comme nous n'avons pas les moyens pour acheter les missiles sol-air S-300, ou bien les missiles Mamba de la défense française. On peut pas, d'ailleurs, on ne peut pas acheter des armes anti-aériennes de la France parce qu'ils connaissent le code. Ils vont désactiver. Il faut payer ça ailleurs.
où la France ne connaît pas le code. Donc ces missiles, on peut payer ça pour protéger notre type, pour donner ça à l'armée qui défend l'espace aérien. C'est très important. Et si l'armée ivoirienne est équipée de ces armes, les armes de Staline, les missiles S-200, si on a les moyens, on allait payer les batteries S-300. Voilà le Rwanda qui veut obtenir ces armes dans le but de se protéger. Dans le but de se protéger contre tous ceux qui sont les vents en guerre, qui vont vouloir déclencher une guerre sur son territoire pour se protéger. Ils ont déjà signé un contrat, mais les missiles sont en fabrication. Ils vont fabriquer ça et quand ça sera prêt, ils vont amener ça au Rwanda. Mais comme nous, en Côte d'Ivoire, peut-être on n'a pas assez de moyens, on est surendetté, il faut payer les missiles S-200 qui sont à bas prix, sont moins chers et fiables. Très important. Et Bachar al-Assad, il utilise ça en truc. Voilà, c'est ce que Venezuela a chez lui aussi. Et il y a beaucoup de pays, l'Algérie aussi, il y a ça. Donc, il faut acheter ces armes. Mais en dehors de ça, il faut aussi avoir des missiles anti-navires. Parce qu'une armée doit être complète. Nous n'avons pas de vrais bateaux. Ça, ce ne sont pas des bateaux. Des trucs, on dirait, c'est pour voyager là. Ça là, ça ne peut pas lancer des missiles. Ces bateaux, ces petits trucs. Je peux dire même que ce sont des pirogues. Après ça, je n'ai pas été impressionné. Et quand tu n'es pas capable de défendre tes côtes marines, c'est-à-dire l'eau, la mer, parce qu'il y a la mer qui nous appartient. Mais si nous n'avons pas des armes pour dissuader l'ennemi, mais on pourra se faire bombarder depuis la mer. Aujourd'hui, la guerre est intelligente. Si tu as des missiles pour défendre ton espace aérien, mais si tu n'as pas de missiles pour dissuader l'ennemi depuis la mer, mais mon frère, ils vont te bombarder depuis la mer. Ils vont amener des navires. Et depuis la mer, ils vont te lancer des milliers de missiles pour être détruits. Donc, pour empêcher l'ennemi de s'approcher de tes côtes, qu'est-ce que tu fais? Mais tu payes des missiles anti-navires qui sont installés sur ton propre territoire. Et donc, depuis la mer, à combien de milliers de kilomètres, tu peux détruire des navires. Donc, quand l'ennemi voit que tu as des missiles anti-navires, il ne vient même pas dans tes eaux. Il ne peut même pas s'approcher. Parce que les radars de ces navires vont le signaler pour dire, ah, les navires sont déjà la cible. La cible du pays, parce que les missiles sont déjà activés. Alors automatiquement, ils se retirent. Voilà comment on fait. Et donc, ces armes, si la Côte d'Ivoire gagne ça, oui, réellement, on aura 58 ans. Et on sera réellement autonome. On sera réellement indépendant. On prendra notre propre sécurité en main. On ne pourra plus confier notre sécurité à la France. Je dis bien, on ne pourra plus confier notre propre sécurité à la France. Et nous allons nous occuper de nous-mêmes. Mais tant qu'on n'aura pas ça, on sera toujours faible. Ça, c'est une armée. Je sais que les Africains, les Ivoiriens, ce sont des gens, ce sont des guerriers. Mais le problème, ils n'ont pas de matériel militaire. Et ça ne peut pas impressionner une armée quelconque qui sera une armée envahisseuse de la Côte d'Ivoire. Et donc, si c'est ça là, si c'est en compte, non. Les hélicoptères qu'ils ont montré à ça, ça ne vaut rien. Parce qu'il y a des armes. Il y a des armes comme ça qui abattent même des avions. S'ils prennent ça, les missiles anti-hélicoptères, ils vont abattre tous ces hélicoptères. Et puis, il faut aussi avoir des armes anti-chars. Les taux, les cornettes et tout ça. Oui, les armes contre les chars. L'armée ivoirienne n'est pas dotée de ces armes. Si l'armée ivoirienne est confrontée à une armée étrangère qui elle aussi possède des chars de guerre qui débarquent en Côte d'Ivoire, on va compter sur les hélicoptères. Et si eux, ils ont des armes pour bombarder nos hélicoptères, on fait comment? Mais on sera obligé de fuir. Parce que si les chars sont performants que pour nous, et que nous n'avons pas de missiles pour détruire les chars, on fait comment? On sera obligé de fuir. Quand c'est comme ça, il faut avoir les missiles anti-chars. Tu es caché quelque part, le char arrive, tu allumes, ça devient cendre. Mais c'est ça. Mais l'armée ivoirienne n'a pas ça. Et puis on est là, on fait malin. Ce n'est pas une armée. Nous avons un carton, une armée à papier. Nous avons une armée en carton. Et ça ne peut pas impressionner. Allez-y au Ghana, ils ont des vraies armes. Si le Ghana et la Côte d'Ivoire sont confrontés à un problème, peut-être c'est la France qui aidera la Côte d'Ivoire.
Ah, mais oui, sinon, si on laisse le Ghana et la Côte d'Ivoire, non, on est foutu. Ils vont nous manger. À 24 heures, ils vont envahir toute la Côte d'Ivoire. À 24 heures, ils vont envahir toute la Côte d'Ivoire. On n'est même pas capable. Et c'est honteux. Il faut avoir ces armes. Parce que pour qu'un pays puisse être solide, il faudrait que la sécurité règne. Être fort économiquement. Mais s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, mais les opérateurs économiques, ils ne peuvent pas venir investir dans ton pays. S'ils viennent chez eux dans leur tête, ils se disent quoi? D'un moment à l'autre, le pays peut être déstabilisé. Un petit coup d'État ou bien une petite rébellion, tout est foutu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils évitent. Et ceux qui s'en vont investir en Afrique, ce sont des voleurs. Mais les vrais opérateurs économiques, des vrais businessmen, ils ne partent pas en Afrique. Eux, ils investissent dans les pays qui sont stables. Parce qu'ils savent que ces pays-là sont bien garantis. La sécurité est garantie là-bas. Mais ceux qui partent en Afrique, ce sont des gens qui ont des tendances de vol. Ce sont des gens qui partent là-bas pour investir et piller le sous-sol. Donc, leur investissement ne peuvent pas arranger l'Afrique. Et les Africains, ils ne comprennent pas. À cause de ça, il y a toujours les rébellions. Parce que nos armées ne sont pas fortes. Donc, s'il y a une rébellion, la France sait qu'on ne peut pas se libérer. On sera toujours obligé de faire appel à la France. Et c'est dans ça qu'ils vont nous poser leurs conditions. Pour dire pourquoi on vient t'aider là. Voilà, si on t'aide pour libérer ton pays, tu nous donnes quoi? Et tu signes encore des contrats pour leur donner. Et ça y est là, ça contribue à la livraison de ton pays à la France. C'est eux-mêmes qui créent les rébellions. Et quand tu es confronté au problème, tu es obligé de leur demander de l'aide. Mais avant qu'ils ne viennent, tu dois signer. Ils doivent te présenter une liste de papiers ou bien de trucs où tu dois signer pour garantir au moins que s'ils t'aident à libérer ton pays, voilà ce que tu dois leur donner. Voilà tous les contrats. Et ils vont te dire, bon, tu as 30%, nous on a 70%. Tu dis oui, parce que tu as un problème. Et ils vont te libérer, ils vont te dire, il faut respecter les contrats. Mais si tu as une armée puissante, ben, ils ne pourront plus faire des rébellions pour te déstabiliser. Alors, dès à présent, tu seras obligé de rester autour d'une table et de dire non, je ne vends pas mes produits à 30%. Tu as 50, j'ai 50. Si tu ne veux pas, je prends ailleurs. Il ne pourra pas faire une rébellion parce qu'ils savent que s'ils font une rébellion, la rébellion sera matée en 1 heure de temps. Donc, ils ne pourront pas jouer à faire des rébellions. Mais ils savent que nous sommes faibles. On n'a pas d'armée. Et c'est par là-bas qu'ils nous gagnent. Vous comprenez? Donc voilà les remarques que j'ai faites. Sinon, la manière dont ils ont organisé leur défilé militaire, c'était bien. Les soldats, ils étaient bien en forme. Ce sont des gens, voilà, ils sont bien en forme et tout, bien habillés. Je n'en disconviens pas. Cette force spéciale. Imaginons si ces gens-là, ils sont bien équipés, mais la Côte d'Ivoire ne pourra plus être la sous-préfecture de la France. La France, avant d'agir et de former les rebelles pour attaquer la Côte d'Ivoire, va réfléchir 1000 fois. Parce qu'elle va se dire, si j'investis sur les rebelles, est-ce que je ne vais pas perdre mon argent cadeau? Est-ce que si je fais rébellion, les milliards que je vais investir sur ces rebelles, est-ce qu'ils vont réussir le coup? Parce que là où ils vont partir, c'est un pays qui a une armée forte. Donc, elle ne pourra plus jouer sur ce terrain. Et nous pourrons discuter d'égal à égal. Même si elle doit nous fatiguer sur le plan diplomatique, on peut quand même imposer nos voeux ou bien notre volonté et obtenir au moins le minimum, le maximum. Mais malheureusement, on n'est pas fort. Sinon, l'armée de Côte d'Ivoire que j'ai vue hier, elle était bien organisée et tout. Hein? Le personnel était là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de matériel militaire. Matériel militaire, non. Sinon, c'est que j'ai vu cette armée-là. Si elle était bien équipée, je pense que même si on allait dire, l'armée française, il faut partir. Que tu n'avais plus rien à protéger ici. Si elle dit non, c'est ressortissant, on va dire non. Cette armée ivoirienne est capable de protéger tes ressortissants. Il faut partir. On va les surveiller et tout. T'inquiète. Voilà. Mais malheureusement, on n'est pas équipé. On n'est pas équipé. Donc, je pense que c'est bien. Et pour la première fois, on a vu des parachutistes ivoiriens. C'est très important. C'est très bien. On a besoin de gros avions, des avions de reconnaissance. Voilà, pour donner des informations. Parce qu'il faut des avions de reconnaissance dans un pays.
qui passent et à travers leur radar, ils peuvent communiquer avec l'armée de terre pour donner des, voilà, des brouilleurs de radar et tout ça. Mais je pense que petit à petit, que si c'est 25 ans, ça doit prendre 20 ans pour qu'on puisse parvenir à ça. Je pense que les années à venir, on peut y arriver. On peut y arriver. La Côte d'Ivoire va se doter de vrais matériels militaires, avoir une armée stable. Et comme ça, on pourra dire à la France de partir sans même créer le désordre pour partir en diplomatie. Ne plus renouveler leur contrat parce qu'on sera capable de nous défendre nous-mêmes sans faire appel à la France. Si on est confronté à un problème de rébellion, on ne peut plus faire appel à la France parce qu'on va être sûr de notre armée et on pourra défendre notre territoire contre d'éventuels ennemis. C'est très important. Mais pour ne sont pas tout contents. Pourquoi je ne suis pas content? Je suis bel et bien content. Mais je dis, on doit juger les rebelles. Voilà. Ça, c'est ma position. Les rebelles doivent être jugés. Maître Aziz, big up depuis les États-Unis et je te souhaite bon vent et que, voilà, tout réussisse pour toi. Je pense que tu seras là bientôt en France. Que tout aille bien pour toi, mon frère. Donc, je vous aime tous et tous, toutes plutôt. Je vous aime tous et toutes. C'était l'incontournable, on n'est pas venu pour durer. Voilà, je vais chercher à préparer parce que j'ai un peu faim. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Il faut préparer quelque chose pour manger, c'est très important. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi sur ce direct ce soir. Et à demain pour un nouveau direct. Ciao, ciao, c'était l'incontournable.